La victoire d'Oscar Piastri dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui aurait été absolument fantastique. Une victoire de futur champion du monde, j'ai envie de dire ça bien sûr par rapport à Oscar Piastri qui aura maîtrisé Charles Leclerc d'une main de maître. On va en reparler forcément de cette immense performance bien sûr d'Oscar Piastri. À noter forcément, et on va en parler, que McLaren est de nouveau leader d'un championnat du monde constructeur, une première depuis 2014, et on va en parler, la course fantastique également de Lando Norris. On va parler de tout ça bien évidemment, mais surtout dans un premier temps de cet homme Oscar Piastri qui aura fait une course remarquable, intelligente. Il a été efficace, il a été clinique au moment opportun, et ça Baby Choum, c'est une course typique d'un futur champion du monde. D'un futur très grand, effectivement. Ça, après, on le savait déjà, que Piastri avait l'étoffe d'un grand avant même de rentrer en F1. Là, il a fait juste que confirmer que oui, il faudra compter sur lui dans le futur, dans les futures batailles pour le titre mondial. Ouais. Il a été excellent. Il a su... En fait, il a fait une Leclerc, un petit peu. C'est pour ça que Leclerc s'est fait avoir par rapport à ça. Piastri a saisi l'opportunité. Défense dure, mais fair. Ça joue, hein. Ouais. Ça joue comme dit l'arbitre, donc là-dessus une gestion parfaite de sa course, une dégradation aussi bonne, parce que bon, étonnamment, je pensais que Ferrari allait mieux tenir ses pneumatiques avec Leclerc justement par rapport à Piastri par exemple. Les hards après sur Leclerc ça l'a mis un peu plus en difficulté, là où Piastri forcément était devant. Bon, il espérait lui, une fois avoir passé Charles, pouvoir s'envoler un peu plus facilement, ce qui n'a pas été le cas, mais il a quand même réussi à garder cette première place d'une très belle manière. Ouais, c'est vrai. Depuis juin 2022, c'est la première fois qu'une écurie autre que Red Bull est en tête du championnat du monde constructeur, et c'est vrai, puisqu'avant c'était la Skoda Ferrari jusqu'à juin 2022. Il est vrai, il a tellement eu de sang-froid sous la pression constante de Charles Leclerc, et même au-delà au-delà de Piastri vis-à-vis de Charles Leclerc, c'est vis-à-vis de Piastri surtout dans un contexte. La victoire de Piastri elle arrive quand même dans un contexte intéressant, Baby Choum, puisque souvenez-vous que au jeudi, du moins dans la semaine près donc de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, on a quand même McLaren qui dit ouvertement bon, on va aller privilégier quand même Lando Norris, mettant un petit peu reléguant forcément d'une certaine manière Oscar Piastri vis-à-vis du championnat et vis-à-vis de la hiérarchie du côté de chez McLaren en tant que pilote numéro 2 d'une certaine manière, Baby Choum. Et c'est vrai que oui, là, ça envoie quand même un bon... Enfin, les déclarations, elles arrivent dans un certain moment très drôle, vu que dans le contexte et dans la finalité de l'histoire, c'est Piastri qui vient s'imposer aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là à l'époque, il y avait aussi un Australien qui était numéro 2 et qui, en gagnant à Silverstone, avait déclaré « Not bad for a number 2 driver ». C'est un petit peu ça avec Piastri aujourd'hui, oui, tu vois. Je suis relégué numéro 2. Qui est d'ailleurs manager, rappelons-le, de Oscar Piastri. Oui. En plus, tu vois, c'est comme ça que c'est beau. Ouais. Mais voilà, pour un numéro 2, oui, il remplit en tout cas parfaitement son rôle. Norris gagne pas, est en difficulté, moi je vais gagner. Moi je vais assurer en tout cas les gros points pour l'écurie, et puis il a rien à voler à personne, il n'y a pas eu de problème de sa part, ça a été une gestion parfaite, donc là-dessus, il a pas piloté comme un numéro 2, en tout cas tu vois, c'est normal. Oui. En même temps, il n'y avait pas Norris derrière, mais il a montré comme quelqu'un qui savait se battre, qui était incisif et qui était capable d'aller chercher des victoires. Et c'est même pour ça que je disais au début, pour moi c'est une victoire d'un futur champion, parce que je le pense sincèrement, je pense que cette victoire d'Oscar Piastri en Azerbaïdjan est une victoire d'un futur champion du monde de Formule 1, notamment par rapport surtout à l'exécution. Oui. Vraiment à l'exécution. Parce que on parle beaucoup de construction de course, construction même d'un week-end de Grand Prix, mais la finalité de l'histoire c'est le dimanche où on met les points, et c'est le dimanche où on montre réellement de quoi on est capable, parce que c'est là où justement des championnats se remportent et des talents se révèlent justement. Et quand tu vois Oscar Piastri, quand même, regardez toute cette course de Oscar Piastri, il ne partait pas en pole position, il partait derrière Charles Leclerc, il a été patient et il a surtout été opportuniste et surtout avenant. Il faut savoir qu'Oscar Piastri, dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, il a fait une action contre l'avis de son équipe. Parce que quand il attaque Charles Leclerc, et justement, l'attaque d'Oscar Piastri sur Charles Leclerc est absolument magistrale. Le dépassement, il est magnifique. Les freins qu'il vient faire à Charles Leclerc, qui, je le concède, bien sûr, a fait une erreur en laissant autant la porte ouverte à Oscar Piastri. Oui. Et c'est vrai, il a fait une énorme erreur en laissant la porte ouverte à Oscar Piastri, mais Piastri, il part de loin. Il a été tellement chirurgical, tellement clinique, tellement justement opportun et tellement audacieux et ambitieux Oscar Piastri que au-delà même de faire cette action-là, il faut la réussir. Il l'a réussi d'une manière absolument fantastique. Avec, je le rappelle, Oscar Piastri qui a certes une voiture extrêmement forte, certainement la meilleure de cette saison 2024 de Formule 1, du moins sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, peut-être.
Mais il faut réussir l'action. Il faut réussir d'une telle manière cette action-là. Parce que je rappelle que Oscar Piastri n'est que seulement dans sa 2e saison en Formule 1, en carrière. C'est très peu vis-à-vis de Charles Leclerc, vis-à-vis même de Sergio Perez qui était derrière lui, Verstappen, même Lando Norris, même si on globalise tout ça. C'est extrêmement fort ce qu'a réalisé Oscar Piastri, la définition justement peut-être d'un futur champion du monde, parce que les actions qu'il a réalisées montrent à quel point justement McLaren a raison de faire confiance à Oscar Piastri et à quel point McLaren a eu raison de se battre contre Alpine jusque dans les tribunaux pour récupérer Oscar Piastri, tellement c'est un joyau qui n'attendait qu'être traité, et ils ont réussi McLaren à le traiter d'une magnifique manière, et en arrivant justement à une course réellement magnifiquement construite et une victoire magnifiquement construite. Je vais même aller plus loin. La première victoire d'Oscar Piastri en Formule 1, elle est aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé en Hongrie, cette première victoire, elle a été gâchée. Elle a été réellement gâchée avec tout le quiproquo qu'il y a eu avec Lando Norris et ainsi de suite. Et là, vraiment, en Azerbaïdjan, à Bakou, cette victoire de Oscar Piastri est certainement, allez, on va dire, la première réellement construite à 100% par Oscar Piastri, parce qu'il est allé la chercher de très très loin, celle-là. Hein. Il n'était pas réellement favori, Oscar Piastri, durant ce week-end de Grand Prix, ou du moins durant du dimanche de Grand Prix. Non, c'était Leclerc qui était favori. Là, il est allé traiter ses pneumatiques, les polir, bien les traiter et attaquer au moment où il fallait y aller. Parce que là où je voulais aussi rappeler, c'est que, ce que je disais justement au début de mon monologue, c'est que McLaren, en fait, par l'intermédiaire de l'ingénieur de course de Oscar Piastri, l'ingénieur de course d'Oscar Piastri, au moment où Piastri est allé attaquer justement le Charles Leclerc, l'ingénieur lui avait dit non, n'attaque pas maintenant, il faut que tu fasses tenir tes pneumatiques, il faut que tu prennes soin de tes pneumatiques, parce que attaquer forcément en Formule 1, tu uses tes pneumatiques, et quand tu fais une grosse attaque, les pneumatiques sont tellement sensibles que tu tapes réellement dans le capital vie du pneumatique. Piastri, il est quand même allé attaquer justement Charles Leclerc contre l'avis justement de son ingénieur, et il a même dit qu'il était même un peu gêné d'avoir attaqué parce que son ingénieur lui avait dit non, il faut pas que t'attaques maintenant. Finalement il a attaqué et il a réussi à aller chercher Charles Leclerc, à le dépasser et à aller gagner dans la finalité. Grandiose Oscar Piastri réellement. T'avais vu que justement que son ingénieur lui avait dit non mais n'attaque pas maintenant? J'avais vu ça. C'était une gestion assez particulière, mais après c'est une prise de décision qu'il fallait prendre sur l'instant. Il y a un moment, tu as l'information de ton ingé, mais bon, quand tu vois que tu as une ouverture royale à l'intérieur, ça serait quand même dommage d'en profiter, même si tu es loin. Justement, il a profité peut-être d'un excès de confiance de la situation de la course de Charles pour pouvoir y aller. Il l'a fait de façon parfaite. Ouais, c'est vrai. Je dis un petit peu les propos de Piastri. J'ai vu une demi-occasion après l'arrêt au stand. Je savais que je devais essayer de la saisir, cette occasion. C'est le timing qui m'a permis de gagner la course. Je me suis senti un peu désolé même pour mon ingénieur de course, parce que j'ai essayé de faire la même chose dans le premier relais. J'ai complètement cuit mes pneumatiques. Mon ingénieur a donc pris la radio en me demandant de ne pas recommencer. Mais je l'ai complètement ignoré le tour suivant et je me suis jeté à l'intérieur. À ce moment-là, je l'ai senti qu'essayer de rester en arrière et d'attendre que Charles Leclerc, que Charles souffre de la dégradation des pneus, n'allait jamais se produire. Je pensais que nous allons juste assurer la deuxième place. Et c'est vrai que c'est audacieux, parce que c'est ce qui explique du coup Oscar Piastri, c'est que bon, s'il n'attaquait pas maintenant, il n'aurait jamais pu attaquer. C'était maintenant ou jamais pour Oscar Piastri. Ça aurait été un peu plus compliqué, c'est sûr. Que voilà, la physionomie de la course et puis même la gestion des gommes aurait été différente d'être P2 P1 à P1 P2. Ça c'est sûr et certain. Et c'était à ce moment-là en fait qu'il fallait prendre le lead. C'est-à-dire dès le 20e tour jusqu'à la fin de la course, tenir comme ça Charles derrière en ayant constamment le DRS derrière lui, c'était pas simple. Donc à ce niveau-là. Et bon, il nous a montré de quoi clairement Piastri était capable. Et que pour cette saison, en tout cas, oui, sur cette fin de saison, il est sans doute le numéro 2 de McLaren. Mais si ça continue à monter comme ça en puissance et en confiance, en tout cas dans les manœuvres de dépassement, et s'imposer comme ça, il le restera peut-être pas longtemps en numéro 2, tu vois. Surtout pour la saison prochaine, parce que ce qui est intéressant de noter par rapport à Oscar Piastri, c'est le niveau qu'il a par rapport à Lando Norris. Il y en a beaucoup qui rigolent en disant oui, Lando Norris, il y a qui dit qu'en gros, oui, Lando Norris a gagné 2 Grands Prix dans sa carrière cette saison. C'est vrai qu'Oscar Piastri a aussi gagné ses 2 premiers Grands Prix dans cette saison. Mais c'est vrai que ce qui est fou et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir à quel point Oscar Piastri est venu presque au niveau de Lando Norris assez vite. Il est venu au niveau de Lando Norris à très vite quand même, Oscar Piastri. Et ça doit faire forcément
bah, ça je dirais pas inquiéter Lando Norris parce qu'il est là pour concourir en Formule 1 et se battre contre n'importe qui. Mais il y a quand même cette vision à voir quand même que Piastri, il est au niveau de Lando Norris aujourd'hui d'une manière assez folle. Hein. Ah oui, bah c'est sûr pour Norris, faut clairement pas se laisser endormir par la situation. L'erreur de Bakou qui s'est passée en qualification, bah pour lui d'ici la fin de la saison, faut absolument pas que ça se reproduise. Ouais. Là c'était une erreur clairement du team, donc quand c'est des erreurs qui sont faites de ton fait, c'est plus compliqué à digérer que si c'était par exemple un fait de course, où là c'est pas forcément de ta faute. Et avoir un Piastri comme ça à ses côtés, bon après c'est bénéfique comme c'est aussi une source de pression, parce que c'est bénéfique, parce que ça te force forcément à être à 200% à chaque fois et à tirer le meilleur de toi-même. Piastri a eu un début de saison pas compliqué, mais un peu plus en retrait. Oui, voilà. J'ai quand même senti que c'était compliqué quand même. Il y a une part de retrait, bien sûr. Bah, par exemple, je prends l'exemple de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, Oscar Piastri, il s'est fait sacrifier, par exemple, tu vois. Non mais voilà, c'est ça, il y a eu un début de saison où c'était un peu plus compliqué, là on l'a vu forcément, plus la saison avançait, plus vraiment il montait en gamme. Et là on est à un moment de la saison où avoir un Piastri comme pilote dans son équipe, c'est ultra important pour les deux championnats. C'est vrai. On a parlé donc d'Oscar Piastri, mais également un autre homme a été excellentissime durant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, du moins durant ce dimanche du Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est tout de même Lando Norris. Norris il termine 4ème, alors... Forcément, il y a eu la conséquence de se remonter d'un gain de 2 places grâce justement à cause, justement, il faut le dire ainsi, par rapport au crash entre Perez et Carlos Sainz. Mais tout de même, un point qui est extrêmement intéressant. Il partait 15ème, Lando Norris partait 15ème, il termine 4ème et surtout devant Max Verstappen. Ça fait extrêmement mal à Red Bull qu'un gars parte aussi loin derrière toi et qui vient sans fait de course, parce qu'il faut dire il n'y a pas eu de fait de course dans ce Grand Prix, bah il vient quand même réussir à terminer devant toi. Cette remontada de Lando Norris sur Max Verstappen en l'ayant même dépassé, bien sûr, sur la piste et à la régulière, montre à quel point aujourd'hui Red Bull est en difficulté. Et à quel point Verstappen aujourd'hui, avec cet RB20, est en immense difficulté. Et quand Verstappen dit et continue de dire qu'aujourd'hui, garder les deux titres, ça s'avère extrêmement compliqué, je suis désolé, mais ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est la preuve parfaite qu'aujourd'hui pour Red Bull c'est quasi impossible de tenir sur McLaren. Peut-être que Verstappen ira chercher le titre pilote, mais ça se jouera à rien du moins. Mais là quand même, Lando Norris partait 15ème, Verstappen partait 6ème, et dans la finalité, Lando Norris a rattrapé sur la durée d'un Grand Prix Verstappen et allé le dépasser et a terminé devant lui. Non mais là c'est foudroyant tellement l'écart est absolument important. L'écart est vraiment très très important aujourd'hui entre Red Bull et McLaren, et aujourd'hui vraiment de toute façon on a vu que maintenant c'est fait, McLaren passe devant au constructeur sur Red Bull pour 30 points. Maintenant je pense que vraiment Red Bull ils ne pourront pas rattraper McLaren. Maintenant c'est au niveau du classement pilote, Lando Norris il peut avoir beaucoup de regrets sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, parce que s'il avait fait une bonne qualif, c'était 25 points ou 26 points même totalement assurés pour lui, parce que je pense qu'il aurait battu Oscar Piastri. Il peut y avoir des regrets pour Norris, mais de toute façon, là c'est l'exemple criant qu'aujourd'hui McLaren est à des années-lumière aujourd'hui de Red Bull Racing, et plus particulièrement Norris de Max Verstappen via les montures différentes justement. Mais Red Bull, je pense, ce sera 3ème au constructeur en fin de saison. On va y venir bien sûr. Ils ont 20 points d'avance, tu m'aurais ça il y a une semaine, j'aurais pas cru, nous dit Fabio justement par rapport à McLaren. Mais c'est vrai que là, ce Grand Prix, quand tu vois quand même Norris qui partait loin derrière Verstappen et qui termine justement devant Verstappen, ça fait une course un peu Verstappenesque, comme on a vu par exemple en Belgique 2023, je crois d'ailleurs, ouais. Enfin, s'il avait fait une course Verstappenesque, il l'aurait gagné. C'est vrai. Il l'aurait gagné. Je pense qu'on n'est pas non plus ultra surpris de la remontée de Norris. Clairement, on s'y attendait. Peut-être pas, très sincèrement, peut-être pas à rattraper Verstappen. Honnêtement, à rattraper Verstappen et à terminer devant lui, je m'attendais peut-être pas à ça. Moi, ça me surprend pas. Clairement, moi, ça me surprend pas. Quand tu vois la différence abyssale des deux monoplaces sur ces dernières courses, et notamment de l'état de forme de Verstappen,
moi, ça m'a clairement pas surpris. Il finit P4 encore une fois justement avec ce crash-là. Sinon, c'est P6. P6, c'est déjà une bonne remontée en soi. Oui. Donc, moi là-dessus, non, je suis clairement pas surpris. Tout a été fait pour justement qu'il remonte le plus haut possible. Il s'est arrêté super tard en plus. Oui. Norris, donc sur son premier relais. Donc après, non, moi je suis pas surpris. Franchement, McLaren a fait le taf avec Norris et tant mieux pour lui de finir P4. Classement qu'on pilote, avant de parler du constructeur justement, Verstappen toujours leader à 7 grands prix désormais de la fin de cette saison 2024 de Formule 1. Je rappelle qu'il y a encore 3 week-ends de course sprint justement les amis. Lando Norris est en retard avec 59 points justement de Max Verstappen. Leclerc a repris aussi des points justement sur Max Verstappen. Il est à 78 points du pilote néerlandais. Piastri a 91 points de retard justement sur Max Verstappen. Sainz qui ne marque pas de points aujourd'hui et Perez qui ne marque pas de points aujourd'hui. Je vous rappelle que Perez du coup est 8ème. Mais attendez. Alors oui, c'est dommage parce qu'il fait un excellent Grand Prix, on va en reparler bien sûr. Mais bon, 8ème, c'est violent. Et Russell est devant Perez. Pourquoi ? Parce que Russell a une victoire à gagner dans cette saison de l'enquête de Formule 1, ce que Perez n'a pas fait. McLaren est donc dans cette saison 2024 de Formule 1. Ça y est, et c'est fait. Il faut que je vous retrouve le petit classement qui doit être par là. Bah ça y est, nous y sommes, Baby Choum. Ça y est. Eh oui. Enfin, c'est le moment tant attendu. Non mais ouais, le moment est enfin entendu. Pour la première fois depuis 2014 en Formule 1, McLaren est en tête du championnat du monde constructeur de Formule 1. C'est enfin arrivé, enfin McLaren a réussi à prendre le lead dans cette saison 2024 de Formule 1. C'est une grande première donc depuis 10 ans, depuis 11 saisons en Formule 1. Ils prennent la tête pour 20 points d'avance sur Red Bull Racing. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la dernière fois quand même, si on fait un petit comparatif par rapport à 2014, la dernière fois que McLaren était en tête d'un championnat du monde constructeur, c'était donc en 2014. Et à l'époque, Hamilton n'avait que un titre de champion du monde. Magnussen était effectivement chez McLaren, par exemple à l'époque. Mbappé n'avait que 15 ans. L'iPhone 5S venait à peine de sortir. Oscar Piastri, qui est dans le line-up au jeu de McLaren, n'avait que 13 ans. Fernando Alonso n'avait que 32 victoires en Formule 1. Ah bah pardon, il en a encore que 32. Bon, c'est un petit cas, c'est gratuit. Max Verstappen a été âgé seulement de 16 ans, venait d'être officialisé chez Toro Rosso pour l'année suivante. Rendez-vous compte de ça. Antonelli, par exemple, et Andrea Kimi Antonelli qui sera chez Mercedes l'année prochaine, donc pour la saison 2025 de Formule 1, à partir de la saison prochaine, et bien n'avait que l'âge de 8 ans. C'est vous dire à quel point c'est tellement vieux. La dernière fois que McLaren était en tête du championnat du monde de constructeurs, alors pourquoi ? C'était en 2014, puisque c'était à l'issue du Grand Prix d'Australie, où Magnussen avait terminé sur le podium, si je me trompe pas. Et une McLaren était aussi dans la zone des points à ce moment-là. Donc ça date il y a quand même un certain temps, et c'est fou à quel point enfin aujourd'hui, eh bien McLaren a réussi à reprendre le lead sur Red Bull, et il devrait reprendre le lead presque pour de bon, à moins qu'il fasse des erreurs vis-à-vis de Ferrari qui est 3ème à 51 points derrière eux. Button 2ème et Magnussen 3ème. Voilà, effectivement pour le podium complet de ce Grand Prix d'Australie 2014. Enfin McLaren reprend la tête, Baby Choum. Il était temps que McLaren prenne cette tête à 7 Grands Prix de la fin de cette semaine 4 de Formule 1. Oui, clairement, il était temps que ça concrétise. De toute façon, c'était qu'une question de temps. Ça aurait pu être fait avant. Bon, c'est fait au soir de ce Grand Prix-là. 20 points d'avance avec forcément un événement dans la course qui a bien aidé justement à avoir ces points-là. Mais oui. Sinon McLaren, avant l'accident, était quand même devant pour un petit point. Voilà, mais c'est pas 20. Oui. Donc là-dessus, c'est sûr que ça les a grandement avantagés comptablement parlant. Mais oui, c'était qu'une question de logique. Et quand on voit la physionomie que ça prend, on se dit que d'ici la fin de saison, Ferrari passera aussi devant Red Bull. Ouais. Ça c'est sûr. Maintenant, dire que le titre constructeur à McLaren est acté, c'est dur. Bon, il reste encore du temps, c'est bien parti, mais oui, il reste encore du temps. Sachez que Red Bull, Helmut Marko a dit que pour le championnat du monde constructeur, c'était fichu. Voilà, bon. Oui. Bon, parce qu'il le sait. Par contre, Ferrari, c'est justement là le point, c'est pas Red Bull qui m'inquiète, c'est Ferrari, et je pense que Ferrari peut réellement tirer son épingle du jeu, vu à quel point McLaren aussi fait beaucoup d'erreurs stratégiques, moins
Ferrari quand même qui fait... Bon, tu me diras, le Sainz s'est craché, mais c'est un cas assez à part et c'est pas de la faute réellement de la Scuderia Ferrari. On va dire ça. Il y a un point forcément qui, je sais que vous voulez qu'on en parle et on va en parler bien sûr parce que c'est extrêmement important ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un point qui mérite qu'on en discute et réellement remettre dans le contexte. Il y a eu des choses qui ont été montrées justement notamment pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan et au soir de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, notamment par beaucoup d'images qui ont reflété au niveau justement de l'arrière de la monoplace de la McLaren. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et c'est ça la question que tout le monde se pose. Est-ce que la McLaren de Oscar Piastri et de Lando Norris est illégale? La réponse, elle est quelque peu spéciale. Vous allez comprendre pourquoi. C'est plus particulièrement une question au niveau de l'aileron arrière. Durant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, du moins durant ce dimanche du Grand Prix d'Azerbaïdjan, il a été vu notamment grâce aux caméras qui sont à l'arrière des monoplaces et plus précisément là à l'arrière de la monoplace de McLaren de Oscar Piastri plus particulièrement. Il était en bataille avec justement Charles Leclerc et en fait l'aileron c'est sans ouverture de DRS puisqu'il n'avait pas le droit d'ouvrir le DRS. Eh bien, il y a l'aileron arrière qui s'est quelque peu ouvert au niveau des extrémités, au niveau du flap, justement du DRS. Et la question est, est-ce que c'est légal de ça? En fait, c'est, pour expliquer, c'est comme une aéroactive passive. Aéroactive passive, ça veut dire en gros que l'aileron arrière s'adapte justement avec l'écoulement du vent qu'il y a à haute vitesse, à une certaine vitesse, justement. Sauf que la problématique, c'est que, est-ce que c'est légal ou pas cette situation? Eh bien, aux yeux de la FIA, oui, c'est légal. Mais dans la règle et l'esprit de la règle, à mon sens, ce n'est pas légal. Ce n'est pas bien vis-à-vis de l'esprit sportif parce que là, on joue trop avec le règlement. Pourquoi vis-à-vis de la FIA, c'est réglementaire? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des tests faits et des exercices, mais des tests surtout, faits au niveau des ailerons avant et de l'aileron avant et des ailerons arrière, au niveau des monoplaces, justement pour vérifier la flexibilité des ailerons et s'ils sont oui ou non dans la réglementation. Eh bien, il s'avère que l'aileron arrière de McLaren, oui, est bien réglementaire, est bien dans les règles, et il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que il y a la problématique justement des tests réalisés par la FIA, qui régit donc la réglementation en Formule 1, eh bien c'est fait statiquement. Donc en fait, il n'y a aujourd'hui aucun élément auprès de la FIA, aucune machine qui peut reproduire à vitesse réelle, donc à 340, 320, 330, 340 km/h, là, qui peut régir réellement la flexibilité et vérifier la flexibilité d'un aileron arrière à haute vitesse, parce qu'on n'a que la visibilité statique aujourd'hui pour vérifier les ailerons. Et ça, c'est une problématique parce que, oui, je pense que l'aileron arrière de la McLaren est illégal, mais dans le règlement et dans la manière de vérifier ça aujourd'hui vis-à-vis de la FIA, c'est pas possible d'être vérifié. Voilà, un point c'est tout. Donc, voilà la finalité de l'histoire, c'est que l'aileron arrière de McLaren est potentiellement illégal, mais aujourd'hui la FIA ne peut pas le vérifier. Et même si on voit ça vis-à-vis des caméras et vis-à-vis de l'image, parce qu'on voit ça de nos yeux, il y a une sorte de mini DRS qui est effectif, et ça a beaucoup aidé forcément Oscar Piastri dans la défense sur Charles Leclerc, c'est vrai. Sauf que, oui, on voit ça à l'image, mais d'une manière factuelle et vis-à-vis de la réglementation et vis-à-vis de la règle, on ne peut pas la vérifier, parce que, justement, on n'a que des travaux et des tests statiques qui peuvent être réalisés, justement, par la FIA. Un point, c'est tout. Point final de l'histoire. Ouais. Alors ça t'embête ? Oui, vas-y, à toi. Vas-y, hein. Alors là, attendez, il y a l'artiste qui va partir, parce que là, il est prêt. Hein. Pour moi, ça mérite un ban du championnat, voire même une exclusion définitive du championnat du monde. C'est juste inconcevable de tricher de la sorte aux yeux du monde. Je déconne le chat, je déconne évidemment. Non, mais c'est une situation bien sûr pas simple à gérer. On est clairement dans cette zone grise. Tout simplement de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Encore une fois, comme tu l'as dit, ces réglementations-là sont faites avec les voitures à l'arrêt. On teste la résistance et justement la souplesse de ces pièces à l'arrêt. Donc forcément, à l'arrêt ou à 340, c'est pas du tout la même résistance, c'est pas du tout la même façon de travailler au niveau des ailerons.
il y avait eu justement cette pas polémique, mais ce problème similaire au niveau des ailerons avant. On l'avait vu, la différence entre Red Bull, Ferrari, McLaren à Monza, qui était aussi très significative, et que là, encore une fois, ça n'a pas posé forcément de problème. Là, on est un petit peu justement sur ce type d'aileron, en fait, où dès que ça monte à haute vitesse, hop, il devient beaucoup plus souple, et du coup, se crée forcément ce phénomène de petit DRS, on va dire. Là, par contre, où ça pose peut-être un peu plus de problèmes qu'un simple aileron avant, c'est que toute action, notamment liée à l'aileron arrière, donc du coup, tout ce qui est lié au DRS, parce que là, on parle forcément de la pièce, en fait, en gros, qui se lève justement pour le DRS lors de l'activation, doit être faite manuellement via l'intervention du pilote au volant. Ouais. Sachant qu'on parle du flap justement de l'aileron arrière à ce niveau-là, qui est censé être mobile, et qui se lève du coup sans l'intervention du pilote. Donc c'est ça en fait qui va créer justement ce flou en termes de règlement. Mais encore une fois, ça reste un flou. Donc, et que McLaren exploite justement parfaitement. Et attention. Mais même j'aime aller un peu plus loin, et ça va peut-être le chat va me dire oh t'abuses, mais juste bravo McLaren, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo McLaren, ils ont créé quelque chose qui va peut-être au-delà de l'esprit de la règle, mais qui est invérifiable aux yeux de la FIA. Point, c'est tout. McLaren a gagné 2-3 km/h, même peut-être plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que point, dans la finalité de l'histoire, regardez en fait, sans le DRS, McLaren est quand même plus rapide donc que Ferrari, mais également que Red Bull, mais c'est tout de même un avantage qui est là. Conséquent, je ne sais pas, mais il y a tout de même un avantage qui en est tiré d'un flou au niveau réglementaire. Si la FIA ne peut pas vérifier ça, McLaren, bravo à eux. Et je pense qu'on est d'accord avec ça, Babychoum. Bien sûr. Bien sûr, bravo à eux. Maintenant, si on veut une clarification entre guillemets de la FIA, libre par exemple à Ferrari de demander une clarification. Oui. Pas forcément de porter réclamation en disant que la McLaren est illégale, mais juste demander une clarification technique de la McLaren, de savoir effectivement si c'est bien légal ou pas. Si ça ne l'est pas, effectivement. Tu sais que moi, très sincèrement, je pense que la FIA dira... S'il demande une clarification, la FIA devra communiquer. Mais la FIA dira quoi? Bien sûr. Franchement, la FIA dira quoi? C'est illégal que ça agisse comme ça, mais on peut pas le vérifier. Voilà. Là, je vous fais le communiqué de la FIA, vraiment, ils peuvent pas le vérifier. C'est ça en fait le truc qui est compliqué, si tu veux, c'est que la pièce en soi est légale, mais l'utilisation qu'on en fait, elle est dans cette fameuse zone grise, où comme je t'ai dit tout à l'heure, normalement, une action sur le DRS est uniquement faite par le pilote, et rien d'autre ne doit interférer. Donc c'est là-dessus en fait que ça s'appuie, cette zone grise, tu vois. Pour moi, plus en fait qu'au-delà du gain de performance et tout, évidemment qu'il y en a eu, peut-être que ça a grandement aidé Piastri, si tu veux, à défendre sur Charles, mais voilà, on peut pas dire en fait, quand tu vois ça avec certitude, ils ont triché, faut le retirer, faut les disqualifier, ou ce genre de truc. C'est tellement flou que ça le restera comme ça, et que peut-être que la décision de la FIA, s'il y a des réclamations à venir, ce sera oui, effectivement, c'est légal, et que début de saison prochaine, on dira non, ça ne l'est plus. Et donc, du coup, ça, on va l'enlever pour 2025. Alors, mais c'est encore une fois, c'est des choses qui sont compliquées en fait à démontrer. En fait, ce que la FIA, je crois que dans l'esprit de la FIA, c'est que si effectivement il y a une faute et que c'est montré par la FIA qu'il y a une faute, il faut que l'équipe prouve qu'il n'y a pas de faute. Sauf que là, en fait, dans la finalité, c'est que comment la FIA prouve que là il y a une faute. C'est ça en fait. Parce que si l'aileron arrière passe justement tous les tests, la FIA ils peuvent rien faire. Et à l'heure actuelle, l'aileron arrière passe tous les tests sans aucune problématique. Donc voilà l'histoire par rapport à cet aileron arrière. Donc oui, aujourd'hui l'aileron arrière est légal. Voilà l'histoire. Donc pour ceux qui... oui. Non mais dans la finalité aujourd'hui, factuellement, l'aileron arrière est légal, malheureusement, et parce que McLaren joue avec certaines zones, et c'est très intelligent de leur part dans cette finalité. Il faut des meilleurs tests, mais bon, faut trouver les tests. Exactement. Parce que c'est un point qui est intéressant, c'est que il faut des meilleurs tests. Oui, mais comment tu fais aussi pour trouver ces tests-là? Et après, le problème, c'est que tu vas voir par exemple des tests qui sont faits en soufflerie. Les souffleries elles montent pas à 340, elles montent pas à 300, ce genre de choses. Elles vont être limitées en fait en termes de vitesse.
Donc ça se trouve qu'en fait ce phénomène-là en soufflerie passe genre nickel, il n'y a pas de souci, et que du coup une fois exploité en piste, justement tu découvres que ce phénomène se produit. Tout simplement en fait dans des conditions réelles. Mais c'est sûr qu'après peut-être qu'il faudrait revoir cette façon de faire, cette façon de contrôler, parce que c'est clairement pas la première fois que ce problème entre guillemets d'aileron flexible apparaît et qu'on en parle à droite à gauche, que ce soit McLaren, Red Bull ou qui quoi qu'est-ce. C'est pas nouveau en fait ce phénomène d'aileron flexible, et pourtant on a l'impression que les procédures de contrôle sont malheureusement toujours les mêmes et que rien n'a été fait justement pour essayer un petit peu de durcir tout ça. En 2021, le 0,1 on s'en souvient, lol sur la Mercedes. Mais oui, mais parce qu'il a été prouvé justement que ça dépassait. Donc il y a ça aussi. Ça fait des années que ça existe, Yanis, peut-être, mais là c'est vraiment plus criant qu'autre chose. Voilà un petit peu par rapport à cet élan arrière. On en reparlera forcément avant ce prochain Grand Prix de Singapour, bien évidemment. Les amis, je rappelle le classement de la course vis-à-vis de McLaren qui est là. Piastri vainqueur pour sa deuxième victoire en Grand Prix, je le rappelle, et surtout excellente course de Lando Norris qui se rapproche à 59 points justement de Max Verstappen, et Piastri aussi qui vient surtout finaliser un Grand Prix absolument fantastique de sa part, bien sûr. Et on verra comment les choses évolueront pour McLaren pour le prochain Grand Prix qui sera à Singapour.